Alors, donc ça c'est le robot Mecha. Donc il a une expression faciale. Donc là, bon, il est pas allumé, mais donc il a aussi un petit ascenseur, donc il lui permet donc de s'adapter à la taille donc de l'individu. Donc il est très bien pour tout ce qui est interaction sociale. Donc il peut également donc se déplacer donc dans l'environnement. Et donc il a des bras qui sont on appelle compliant, qui sont safe pour toutes les interactions. Derrière, ce qu'on peut voir, donc c'est l'environnement, donc c'est la simulation donc d'une chambre. Donc ça c'est quelque chose que on s'est battu pour pouvoir simuler. Donc là aussi, on a l'environnement, un petit salon, simulation dans un salon, parce que on a utilisé donc ce robot-là qui est Thiago. De PAL Robotics et il a été utilisé lors d'un projet européen pour les personnes âgées et donc c'est pour cela qu'on a simulé un tout petit peu l'environnement, un vrai environnement réel pour pouvoir aussi le tester dans le laboratoire mais aussi pour pouvoir le tester dans la vraie vie de tous les jours. Ça c'est nos premières expérimentations pour analyser un peu ce que fait une personne, en couplant les informations qui viennent de l'IoT avec les informations qui viennent des caméras. Alors, ce qu'on a fait au début, c'est juste des réactions, c'est-à-dire réactions au fil de l'eau. Et maintenant, on fait de la planification. Si j'observe tel phénomène, si je suis tel contexte, quelle est la solution? Quelles sont l'ensemble des actions que je dois planifier qui peuvent être des actions simples ou complexes pour réagir correctement ou prévenir tel problème. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est être capable que la machine soit sensible au contexte. Et c'est quoi sensible au contexte? C'est déjà comprendre la situation dans laquelle se retrouve on va dire, le sujet d'intérêt, la personne, maintenant c'est personne et aussi l'animal, comprendre son activité, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait dans le passé, et aussi pouvoir anticiper les activités. Alors, dans cette logique-là d'anticipation, et anticiper le mouvement, ce que va faire la personne, c'est sur quoi on travaille, et on veut aussi anticiper l'intention, mais au sens humain, c'est-à-dire au sens collectif. Et quand on analyse un peu les séquencements de ces intentions ou de ces activités, des émotions, ça nous permet en fait d'avoir ce qu'on appelle une compréhension à l'échelle humaine du comportement de l'humain. Alors bien sûr, nous, au lieu d'utiliser la caméra, la donnée en fait couleur RGB, on extrait ce qu'on appelle une image de profondeur. Vous voyez la grille qui est ici, bah, ça c'est l'une des caméras. Alors celle-là on l'enlève jamais. Généralement on déploie plusieurs caméras qui montrent les différents angles de vue. C'est des caméras de profondeur. On les utilise pour faire de la collecte de données, pour faire de la reconnaissance d'activité. Alors l'intérêt qu'elles ont, c'est que d'un point de vue confidentialité, d'un point de vue vie privée, quand même mieux que d'avoir en clair des images. On travaille aussi sur pareil, sur le comportement de l'humain et de modéliser le comportement de l'humain dans la même manière, mais dans un autre contexte qui est l'automobile et qui est le véhicule autonome. On regarde aussi à différents capteurs avec des caméras, une caméra thermique, caméra normale et à la Kinect, donc pour pouvoir regarder la variation de la température, la position de la tête, le regard et les clignotements des yeux. On a trouvé qu'il y a des fortes corrélations avec le style de conduite, mais aussi avec la personnalité de l'individu et aussi l'expérience au volant. On a pu estimer à 80% de temps les accidents seulement sur la base de la personnalité et du style de conduite. Donc sans regarder rien d'autre. Donc et après on est en train maintenant de voir comment on peut améliorer ça et comment on peut plus lier les différentes pièces de puzzle pour prendre vraiment en compte l'humain pendant qu'il est en train de conduire. On a une caméra qui observe de loin, ça va. Mais avoir des caméras déployées partout, c'est un problème. Par contre, si on dit que la personne elle porte des caméras embarquées dans les lunettes, c'est un peu acceptable. Pourquoi? Parce que généralement, la vision elle est limitée à ce que fait la main. Alors, ce qui fait pour les activités cuisine et tout, on va dire le problème de la privacy, il est moins compliqué que se retrouver avec des interactions humaines. Par exemple, si une personne va interagir avec un humain, bon, la caméra elle est arrêtée.
Alors, le problème avec les images égocentriques sont très difficiles à interpréter, parce que vous voyez que des mains, et dans un environnement qui est très bruité. Dès que votre main se rapproche d'un objet, dans l'instant qui suit, on va se dire, peut-être vous allez utiliser l'objet pour tel usage. Mais ce que les modèles ne savent pas faire, c'est expliquer à quoi sert l'objet. Imaginons que votre IA est capable de se connecter à des bases de connaissances énormes, dans lesquelles on trouve tous les usages qu'on peut faire avec un objet. Par exemple, nous, l'exemple de base, c'est la tasse de café. La tasse, elle sert à quoi? À ranger les pinceaux, à ranger les stylos, à ranger les ciseaux, à boire de l'eau, à boire du café. Chacun a ses habitudes. The husband asks his wife, "Why is it good that there are female astronauts?" The wife replied, "Because if the crew gets lost, at least the woman will ask for directions." Donc là, on monitorise donc le robot. Pour le moment, il dit des blagues, différents types de styles, comme pour les humains. Et donc après, nous, on est en train de regarder les caractéristiques de l'humain avec lequel il est en interaction. Donc on regarde donc la température et les variations de la température faciale. On regarde aussi donc le blinking, donc le clignotement des yeux pour savoir si la personne clignote ou pas beaucoup, et aussi donc le positionnement de la tête et aussi les expressions faciales. Donc pour savoir si la personne elle sourit, si elle trouve ça drôle ou pas. Une autre chose qui est très intéressante, c'est le genre. Et donc le papier qui a été primé à HRI 2022, donc c'était sur les robots sans genre, qui pourrait être tout aussi bien marcher en interaction avec les hommes ou les femmes, et donc d'avoir quelque chose de plus générique. Donc ça, c'est l'autre activité de l'équipe qui concerne la robotique d'assistance, mais au sens physique du terme. Donc ici, on a un prototype d'exosquelette des membres inférieurs. Et il est conçu ici, à l'ICI? Non, il n'a pas été conçu. Il a été conçu dans le cadre d'un projet de collaboration avec une équipe sud-coréenne. Nous, on s'est occupé de la partie contrôle, intelligence. On a également développé des algorithmes pour détecter le mode de marche. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de monter un escalier? Est-ce qu'on est en train de descendre un escalier? Est-ce qu'on est en train de s'asseoir? Est-ce qu'on est en train de se lever? Donc, la même espèce de reconnaissance de mouvement de l'activité. C'est le focus de l'ICI. Parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes algorithmes à tout moment, quelle que soit l'activité. On travaille pas mal avec l'hôpital Henri Mondor, où ces problèmes de rééducation dont on parlait tout à l'heure se posent réellement. Et donc les exosquelettes sont des outils qui peuvent aider le praticien dans le processus de rééducation. C'est la caméra. On a un autre robot, c'est le robot Zeno, ce qui est très intéressant avec celui-là. Donc il est à peu près similaire par rapport à un robot Nao. Par contre, ce qu'il a, et donc il a une petite peau en silicone, et donc c'est là que ça lui permet d'avoir des expressions faciales. Et donc ce qu'on travaille actuellement, c'est sur d'avoir une conscience, donc d'essayer de voir comment on peut avoir des robots qui ont une conscience. Et donc par exemple, on fait le test du miroir, donc il va se regarder dans le miroir, et donc de comprendre, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est un robot qui me ressemble ou est-ce que c'est moi-même? Nous, par exemple, en tant qu'humains, quand nous on fait un sourire, on sait qu'il est plus forcé ou plus naturel des sourires. Donc on peut se les projeter dans notre cerveau, et donc c'est la même chose. Donc on souhaite que le robot il se projette son propre sourire ou ses propres émotions et ses propres actions, donc des actionnaires, des moteurs, et donc pour qu'il sache quel type des sourires ou quel type de grimace il est en train de faire. Comme ça, il est conscient de son propre corps. Donc, on a utilisé donc ce robot Zeno, on l'a utilisé avec des enfants souffrant d'autisme, donc pour pouvoir leur enseigner les émotions.
Et donc, on a fait une comparaison entre le robot Zeno qui fait des expressions faciales et gestuelles, le robot Nao, une personne, un humain et un avatar. Et donc, le robot qui a été préféré donc, a été le robot Zeno. Avec le Robotics by Design Lab, moi, je considère qu'une chose très importante, c'est l'interdisciplinarité. Donc, le fait qu'on peut pas se focaliser seulement sur un seul point de vue, donc de marier tous ces, et combiner les différentes briques. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus intéressantes. Donc, on va voir la robotique de différents points de vue. Pour nous, c'est la première fois qu'on a une interaction comme ça avec plusieurs écoles, entreprises, etc. Je trouve que c'est très excitant. Où chacun va apporter finalement son expertise pour sortir quelque chose qui, j'espère, sera utile. J'espère, sera utile pour nos aînés. Le sujet, c'est de comment on peut avoir ces robots, les sortir de laboratoire et de pouvoir qu'ils puissent s'adapter aux situations, aux contextes, aux environnements et aux humains.